Jeudi 17 octobre 2019, la librairie Ombre Blanche recevait le romancier américain Jim Fergus, auteur de nombreux ouvrages parus en France aux éditions Le Cherche Midi, et d'articles sur la gastronomie, la nature, la pêche et la chasse dans les magazines Newsweek, Outdoor Life, The Paris Review, entre autres. Ce jour-là, Jim Fergus présentait son roman Les Amazones, troisième opus de sa trilogie 1000 femmes blanches, publié au Cherche Midi et traduit de l'américain par Jean-Luc Piningre. Bonne écoute. Eh bien, bonsoir. Je suis très désolé de ce léger retard, mais en fait, on vous attendait à l'autre devant l'autre librairie, devant la librairie principale. Ils m'ont envoyé ici. Non, très bien, non, mais c'est ça. très heureux de vous retrouver, Jim Fergus. Je vous avais rencontré il y a 7 ans, c'était en 2012, dans les Landes. Voilà. Tout à fait. Voilà, Et c'était pour Marie Blanche. C'était pour Marie Blanche, Ouais, exactement. voilà. Et je ne pouvais pas bien sûr deviner qu'en 2019, vous alliez conclure la trilogie donc avec ce très très beau roman Les Amazones. Trilogie commencée donc avec 1000 femmes blanches, publié ici en 2000 C'est ça, en France. exactement. Ensuite La vengeance des mers en 2016, Ouais. si je ne m'abuse. Et donc aujourd'hui Les Amazones. Donc très heureux de vous retrouver, Jim Fergus. Est-ce que vous aviez dans l'idée, quand vous avez commencé à écrire donc ces 1000 femmes blanches, que ça serait finalement une trilogie et que vous alliez écrire un deuxième roman et un troisième roman pour conclure finalement en beauté cette trilogie? Ou est-ce que c'est vraiment au fur et à mesure un petit peu d'une enquête, d'un intérêt pour la question des Indiens, parce que ils sont vraiment centraux dans ce livre, que vous avez finalement décidé de poursuivre l'écriture? Est-ce que vous aviez l'idée de faire une trilogie quand vous avez commencé? Non, pas du tout. Pas du tout. En fait, ça marche encore? Non, j'avais jamais l'intention d'écrire même une suite. Mais après, j'ai décidé d'écrire la suite. J'ai décidé de faire la trilogie. J'ai déjà su que La vengeance des mers va être suivie par les Amazones. Mais en général, je ne suis pas très... ça, j'ai dit avant, mais je ne suis pas très fan des suites en général, parce que c'est très rare. Si vous pouvez me dire si vous connaissez une suite d'un roman que vous avez vraiment adoré, qui est si bien que l'original, ou est considéré d'être si bien que l'original. Et c'est très rare. Parce que les lecteurs, les lectrices, elles ont des attentes, ils veulent savoir ils veulent voir les mêmes personnages, un peu ils veulent, en fait, un peu le même histoire, le même style, un peu comme ça, et donc c'est pas possible. Donc, moi, j'ai résisté à l'idée d'une suite pendant 16 ans, en fait, quasiment. Ouais. Mais enfin, j'avais des idées. J'étais en train de voyager dans les Grandes Plaines encore. Et ça faisait à l'époque un moment depuis j'ai passé par ce paysage que j'adore. Et j'ai commencé à penser, effectivement aussi, comme beaucoup de monde ici, on a déjà... moi, j'ai déjà su qu'ils ont pas mal de monde ici qui a déjà lu 1000 femmes blanches. Donc, vous savez que à la fin c'est pas très gai la fin du roman. Mais j'ai fait exprès de n'être pas tenté d'écrire une suite. Et puis, j'étais en train de voyager. Il me suis rendu compte que j'avais des personnages. Des femmes et des survivantes, en fait. Et je me demandais, mais qu'est-ce qu'elles font maintenant? Où elles sont? Parce que, oui, c'est vrai, le roman s'est terminé, mais ces femmes, dans mon imagination, étaient encore là. Et donc, j'ai fait beaucoup de travail pendant mes voyages, mes trajets à travers le paysage de l'Ouest et seul, surtout, sauf avec mes chiens. Qui m'embête pas du tout. Et donc c'est comme ça un peu, c'était l'idée d'écrire la suite a été née. Justement, la suite de La vengeance des mers, est-ce que c'est pas venu 16 ans après pour les avoir
Pour les avoir laissés grandir et pouvoir parler, attendre 16 ans entre les deux pour pouvoir laisser grandir et peut-être mûrir. Non, pas tellement. C'est simplement que j'ai commencé. Évidemment, après. En fait, j'ai commencé à écrire le roman 3-4 ans avant la sortie. Donc, oui, c'est intéressant parce que comme écrivain, je crois que c'est souvent comme ça. Il faut qu'on a des lecteurs, les lectrices qui expliquent ce qu'on voulait faire. Et moi, quand j'ai écrit, je commençais à écrire, je suivais la piste un peu de mon histoire, de mes personnages. Et à la fin, j'ai aucune idée de ce que j'ai fait, si c'est un bon roman ou non. Et donc, c'est toujours intéressant parce que quand je parle aux journalistes ou à la public, les lecteurs, les lectrices qui me donne, qui me dit les choses. Et après 2-3 événements comme ça, je commence à l'utiliser, les mots de mes lecteurs, mes lectrices, pour... ah oui, j'ai fait ça, c'est exactement. Découvrez des choses. Oui, voilà. Et, oui, on découvre toujours des choses. Mais donc, peut-être c'est vrai, oui. Peut-être vous avez raison, c'est sûr. Moi, j'aime beaucoup la forme, la construction. On va retrouver, puisque finalement le livre est écrit à travers les journaux perdus de May Dodd, de Molly McGill, et également des commentaires de Molly Standing Bear, Molly Ours debout, qui voilà. Vous avez et qui. Oui, mais quand je lis, je ne fais pas semblant. C'est impressionnant. Hein. C'est impressionnant. Est-ce que c'est important pour vous, Jim Fergus, d'abord de trouver un petit peu une structure au roman, une forme, parce que c'est vrai que c'est très original de parler par l'intermédiaire justement de ces journaux, de ces carnets qui permettent. On a déjà couvert ça. Ah oui, mais je ne savais pas. Non, mais on va passer à autre chose. Alors, si non, mais c'est vrai que ça comme j'ai déjà expliqué, mais c'est vrai que ça. D'abord, quand on a un roman qui s'appelle 1000 femmes blanches, il faut avoir les voix des femmes. Hein, et moi, je n'étais pas capable d'écrire et je voulais pas, je ne pensais pas que j'avais le droit d'écrire du point de vue d'un Indien, d'une Cheyenne. Moi, je pensais que j'avais beaucoup plus en commun avec les femmes blanches que les Cheyennes. Donc, pour moi, c'est un format très intime. Et ça m'a donné, comme j'ai dit, mais c'était comme ça que je pouvais entrer, que je pouvais quitter un peu mon ego d'homme et entrer dans le pot de ces femmes, de ces dons. C'est pas à dire que j'ai bien fait, mais j'ai essayé d'entrer dans le pot de ces narratrices. Et pour moi, c'était comme j'ai fait l'écriture de les trois, en fait. J'ai vraiment plongé dans les bouquins et dans les personnages. Et c'est pour ça que je préfère d'écrire mes romans loin de la vie contemporaine. Je lis rien au sujet des politiques contemporaines, heureusement. Et j'évite le contact avec toutes ces choses et je me plonge dans mes bouquins. Est-ce que c'est pas justement un moyen de quand même, vous dites que vous prenez de la distance avec le contemporain, avec la politique, est-ce que c'est pas quand même une façon aussi d'écrire un peu l'histoire des États-Unis, un petit peu à travers ces épisodes quand même, même si vous prenez un peu du recul, comme vous dites. Oui, non, mais c'est vrai que c'est pas moi qui l'a dit, mais tous les romans
historiques sont basés sur notre propre temps. Parce que moi, je ne suis pas un homme de 19e siècle, je suis un homme de 20e siècle. Et donc, c'est très difficile d'éviter complètement cette idée, mais à ce temps, notre temps contemporain et notre époque contemporaine. Mais c'est quand même c'est une façon simplement d'échapper la vie quotidienne et d'être dans les grandes plaines. Parce que moi j'ai visité à tous ces endroits. J'ai passé 20 ans comme journaliste avant d'écrire mon premier roman. En fait, j'ai toujours rêvé depuis j'étais un jeune homme de devenir un romancier. Mais après l'université, j'ai envoyé toutes mes nouvelles que j'ai écrites pendant des années aux magazines, tous les magazines littéraires aux États-Unis. Ils ont été tous rejetés et c'était clair que j'avais pas la capacité de gagner une vie comme écrivain. Donc, la seule autre chose que je savais faire à l'époque, c'était de jouer au tennis. Donc, je suis devenu un prof de tennis pendant 10 ans. Et j'ai pas vraiment commencé Et pendant ces 10 ans en Floride et dans le Colorado, un peu les deux, j'ai sauvegardé à $8,000 dans l'année 80, me semble comme une grande fortune. Et j'ai trouvé une petite cabine dans le Colorado du Nord. Et c'est là que j'ai commencé, où j'ai loué pour 75 € par mois. Et il n'y avait pas l'eau courante, il avait une pompe à la poche comme ça. Et donc, c'était vraiment dans un petit village de 13 personnes à peu près, entouré par les ranches. Et c'est là qu'enfin, j'ai commencé d'écrire le journalisme freelancer. Mais j'avais... en fait, ça m'a fait 7 ans d'écrire la 1000 femmes blanches. Parce que j'avais besoin de gagner une vie, comme journaliste, et j'avais pas le temps de juste d'écrire le roman. Donc, et j'avais 48 ans avant la sortie de 1000 femmes blanches aux États-Unis. Est-ce que c'est pas un moyen aussi, je trouve, finalement de vous immerger, de vous plonger un peu dans la culture, et je crois que la réponse était sûrement positive, dans la culture indienne, et de bien aussi comprendre les différences entre notre culture occidentale et la culture indienne. J'en veux pour preuve, si je lis un extrait de la page 22, qui est l'introduction de ce roman, Les Amazones. Ah, encore des questions. Vous êtes venu me trouver, John, n'est-ce pas ? Vous voulez toujours m'inviter au cinéma. Vous souhaitez me rendre les carnets, mais ce qui vous importe, c'est de connaître le dénouement de l'histoire. Voilà bien un type de pensée linéaire, si représentatif de l'homme blanc. Il vous faut une ligne droite, du début jusqu'à la fin, alors que dans notre culture, le monde est une courbe avec des ellipses. Selon la tradition, les récits s'y entrecroisent avec leur mort et leur naissance et s'imprègnent les uns des autres sans forcément aboutir. Ils se poursuivent indéfiniment, de façon ambiguë parfois. Si vous aviez jamais écouté un vrai conteur Cheyenne ou ceux des steppes caucasiennes dont nous descendons, vous le sauriez. Pour la plupart des Blancs, leurs histoires n'ont pas beaucoup de sens. Elles offrent trop d'interprétations. Sans doute n'ont-elles pas réellement de début ou de fin, mais notre peuple les comprend sans problème. Est-ce que ce n'est pas ça qui fait vraiment la différence finalement entre nos deux cultures, entre les cultures de nous occidentaux et ces cultures indiennes très différentes? Oui, mais ça m'a fait 3 livres jusqu'à pour découvrir un peu ces choses. C'est pour ça que j'ai créé ce personnage. J'ai caché,
j'ai jeté un peu tous mes règlements au sujet de parler de la voix, parce que ça, c'est Molly Standing Bear, qui est un personnage contemporain, un des narratrices de Les Amazones. Et moi, je sais que c'est une façon d'appropriation culturelle. Qui aux États-Unis, ça c'est un grand issue maintenant, un grand truc qu'on ne peut pas écrire si c'est quelque chose qui on ne peut pas écrire du point de vue de notre race, de notre sexe, il faut écrire simplement ce qu'on connaît, on sait personnellement. Et moi, je trouve ça maintenant, c'est un peu à l'extrême, cette idée. Et donc, j'ai créé ce personnage pour après mes recherches, après avoir passé beaucoup de temps sur les réserves, chez Cheyenne et des autres aussi, j'ai vu que cette façon différente de penser. Et donc j'ai ce personnage dans le Molly Standing Bear pour expliquer un peu ces choses dans sa propre voix. Et maintenant, je trouve que, moi, je crois comme écrivain, comme romancier, j'ai le droit de prendre les voix des autres. C'est ça qu'on fait comme romancier. On essaie d'entrer dans le pot des autres personnes, des autres races, des autres sexes, des autres circonstances. Et donc j'aime bien ce personnage aussi. Personnage qui est capable de se métamorphoser, personnage qui est capable de changer complètement, de vraiment se différencier, de changer, de se métamorphoser un peu, Molly Standing Bear. Ouais. Elle est vraiment, elle incarne finalement cette possibilité de s'adapter. Ouais. Et en fait, elle est aussi dans la vengeance, mais pas comme narratrice. Mais c'est vrai que c'est l'autre chose que je voulais faire. J'avais l'intention, c'est pour ça que j'ai écrit le troisième, parce que je voulais vraiment explorer un peu plus la vie spirituelle, la vie mystique, la vie chamanistique, les croyances des Cheyennes et des Amérindiens en général, mais surtout les Cheyennes en mon cas, parce que c'est le tribu que je connais le mieux. Et donc, c'est simplement ça que Molly, oui, ils ont les tribus, en fait, beaucoup des tribus, les Grandes Plaines et les autres, pensaient les humains ont la capacité de devenir des autres, d'être des changeurs de forme. Je crois que c'est le métamorphose, mais ça c'est un peu péjoratif, non? Péjoratif. Un peu comme mais donc on dit shapeshifter en anglais. Shapeshifter, c'est changeur de forme. Et donc c'est ça que et aussi je voulais explorer un peu aussi l'idée de comment ces choses peuvent vraiment marcher. Moi, comme je suis blanc, je suis un peu cynique au sujet, à ces sujets, oui, un peu, méfiant, un peu, oui. Mais après avoir écrit le roman et après avoir devenu ces personnages encore, moi je le crois maintenant aussi. Vous êtes complètement dedans. Tout à fait. Est-ce qu'on peut dire quelques mots de Maydod? C'est important qu'on retrouve peut-être nous présenter un petit peu Maydod, qu'on retrouve dans le livre, parce qu'il y a également les journaux perdus. En général, je ne dis pas aux lecteurs qui n'ont pas lu le roman encore, mais c'est vrai qu'il y a quelques personnages dans la vengeance qui sont revenus de Mille Femmes Blanches et des autres dans les Amazones. Et c'était pour moi aussi, parce moi j'ai
trois narratrices dans ce roman. J'ai Molly Standing Bear, le contemporain, le Cheyenne, et j'ai May Dodd et Molly McGill. Les journaux, je crois que le sous-titre, c'est les journaux perdus. Les journaux perdus de May Dodd et de Molly McGill, édités et annotés par Molly Standing. Voilà, exactement. Et donc, c'est elle qui présente, au lieu de John Dodd et son père, Will Dodd, qui a découvert les journaux journal de May. C'est lui qui a présenté dans Vengeance aussi, et donc elle commence à dire que Molly, dans les premières pages, a dit que en fait c'est elle qui a le droit. C'est plus les blancs qui ont le droit d'écrire au sujet des Indiens. C'est elle, c'est son tribu, c'est ses histoires, les histoires de ces. C'est un peu ironique, je sais, parce que je suis un homme blanc qui prend cette voix, mais bon, c'est comme ça, comme romancier. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de passages aussi, à un moment donné, bon, il y a bien sûr des épreuves, des souffrances, mais il y a aussi beaucoup de passages aussi plus intimes, où les personnages finalement prennent un peu le temps de se rencontrer, de se découvrir, avec beaucoup de passages aussi liés à la nature. Bon, c'était déjà le cas dans les deux précédents, mais vous évoquiez justement la spiritualité. Est-ce que justement dans ce roman, vous n'avez pas l'impression, Jim Fergus, d'avoir plus peut-être pris le temps, d'avoir plus travaillé ces passages aussi sur... Il y a l'évocation historique, hein, bien sûr, en arrière-plan, mais il y a aussi des très belles scènes d'amour, de rencontres, voilà, ce qui est peut-être déjà le cas dans les deux autres, mais j'ai trouvé qu'il y avait plus encore dans celui-ci. Ah bon? Encore ça... Non, oui, peut-être. Et peut-être c'est aussi c'est une époque si violente dans l'histoire des États-Unis, si violente dans l'histoire des Cheyennes, des Indiens des plaines. Donc, peut-être c'est aussi une fonction de mon âge, mais on n'a pas des histoires de cette époque dans la vie des tribus. On n'a pas les fins heureuses. On n'a pas les histoires qui finissent heureusement à cette époque. Et donc, moi, comme j'ai déjà écrit 2 romans, je voulais écrire quelque chose un peu... Oui, bon, évidemment, on a de la violence dans le roman. C'est pas, on ne peut pas éviter ça parce que c'est la fin des guerres des Indiens et c'est une période désespérée pour les tribus et pour mes femmes. Et donc ça, on ne peut pas éviter, mais peut-être c'est vrai que j'essaie de créer quelque chose un peu plus, un peu plus doux, un peu... ouais, bon. Alors avec des chiffres aussi qui font froid dans le dos, hein. Il y a en effet un chapitre Les disparus, donc au féminin, les disparus c'est Molly Standing Bear là, qui pour en revenir justement à des considérations très très tragiques, sur 5712 femmes et filles indigènes portées disparues en 2016 selon le Centre d'information criminelle des États-Unis, seulement 116 ont été enregistrées dans le fichier des personnes disparues du département de la justice. 506, le nombre de femmes et filles indigènes disparues ou assassinées dans 71 villes américaines en 2016, d'après un rapport de novembre de l'Urban Indian Health Institute. 1 sur 3, selon le département de la justice, la proportion d'Amérindiennes victimes d'un viol ou d'une tentative de viol, soit plus du double de la moyenne nationale. 84%, le nombre de femmes indigènes qui ont subi des violences physiques, sexuelles ou psychologiques au cours de leur vie, selon le National Institute of Justice. Et c'est dans le New York Times du 12 avril 2019. Pour dire que ces questions sont toujours malheureusement d'actualité dans notre période contemporaine. Oui, et ça, c'est une histoire. C'est statistique, c'est Molly qui raconte ces trucs. Mais c'est quelque chose que la plupart des Américains, ils ont... En fait, les statistiques sont de 2016, hein, la plupart des... Et donc, ça fait 3 ans maintenant, on a un peu des articles au sujet. Toutes ces femmes qui simplement ils disparaissent.
il disparaît elle disparaît des réserves, des villes aux États-Unis, et parce qu'il y a pas mal et beaucoup des Indiens, surtout dans l'Ouest, dans les tribus des plaines qui habitent, qui quittent la réserve pour habiter à Denver, par exemple. C'est un grand centre où ils vont et aussi, mais souvent ils sont devenus les alcooliques, qui sont les prostituées, les deux, et c'est ça que Molly Standing Bear a vécu un peu. Ces trucs aussi, mais c'est incroyable qu'on n'a pas on n'a jamais payé aux États-Unis. C'était pas quelque chose. On n'a pas parlé de ça. On n'a pas. Tout le monde, les Américains connaissent rien de cette histoire. Rien. Et c'est extraordinaire. Imagine que c'était dans une ville des blancs, des femmes blanches qui étaient en train de disparaître comme ça. Et à Palm Beach, par exemple, la maison du Sud, la maison blanche du Sud de notre président. Imagine que les femmes commençaient oui, on aura la FBI, tout le monde, les polices, en train de chercher, de trouver qu'est-ce qui s'est passé avec ces femmes. Et personne, on n'a aucune idée. Maintenant, il y a des organisations qui essaient de trouver où sont ces femmes. Par exemple, une jeune femme, un autre article que j'ai trouvé pendant mes recherches, c'était le point de vue d'une famille Sioux, je crois, ou Arapaho. C'est une jeune femme, elle a quitté la maison, elle avait 16 ans, elle a quitté la maison un jour pour aller à son boulot sur la réserve, et ils ne l'ont jamais vue encore. Elle disparaît. Elle disparaît. Ils ne savent pas où. Ils ne savent pas où. Aucune idée. Sa famille. Qu'est-ce qui s'est passé avec elle? Et donc, où sont ces femmes? Qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Et c'est ça que Molly, elle lutte contre ça. Comment expliquer justement, Jim Fergus, que la méfiance, plus que la méfiance même des Indiens, encore aujourd'hui, justement, vous venez un peu d'y répondre, envers les Blancs, justement. Il y a toujours plus qu'une méfiance, tu restes une certaine rejet total. Quoi. Oui, beaucoup. Mais en fait, moi, j'ai écrit un article pour la magazine de America de François Bounel. Et sur cette grande-mère Margaret, une espèce de medicine woman, une femme médecin, et qui a vécu une vie vraiment dure. Elle a été frappée, quasiment tuée par son mari dans une autre réserve, mais elle a sorti de tout ça. Elle avait des enfants, et elle a sorti de tout ça. Elle est devenue une espèce de psychologue. Elle a pris des courses, et elle habite dans les réserves des Cheyennes maintenant, les deux réserves au sud et aussi au nord on a deux tribus, les Cheyennes du Nord et les Cheyennes du Sud. Et donc, sa mère était un Cheyenne du Sud, et son père, en fait, il était Arapaho, mais c'était plus de contact avec les Cheyennes du Nord. Donc, elle a passé du temps entre les deux tribus. Mais elle m'a expliqué que ça fait 7 générations de sortir de la trauma historique. Et cette génération, elle a dit, on est juste là maintenant.
Elle a dit, on est juste là maintenant parce que il a devenu pendant ces années. Et moi, je l'ai vu sur la réserve. Rien n'a changé depuis. Mais, à mes yeux, je peux pas dire ça vraiment, mais je dois pas dire ça peut-être, mais je devrais pas le dire. Mais vraiment, j'ai pas vu beaucoup de changements, les trucs de changement sur la réserve, la situation des Cheyennes, ils ont des grands problèmes d'alcool, des grands problèmes des problèmes des drogues, surtout les drogues maintenant entre les jeunes. Mais maintenant, la 7e génération, ça monte. Et en fait, cette jeune femme, elle est sur la couverture. Oui, c'est moi qui a organisé la couverture. Ah, oui. Je l'ai trouvée avec mon ami photographe avec qui j'ai travaillé pendant mes années comme journaliste. On a fait beaucoup des articles ensemble et on l'a trouvée à Denver. Elle est la nouvelle génération, la jeune génération des Indiennes. Elle travaille pour une agence des avocats, mais elle s'intéresse beaucoup, elle soutient son tribu. Par exemple, elle a fabriqué sa robe là à l'ancienne avec le cuir et c'est moi qui a ramassé un peu les objets de guerre et ça c'est un bouclier, c'est difficile à voir de loin, mais c'est un bouclier avec le main comme ça qui est vraiment un symbole pour moi de plusieurs choses. D'abord, c'était un artefact celui-ci et donc c'est fait le peau de buffalo sur le je sais pas dire le hump. Ouais. Parce que c'est le plus fort. C'est le cuir. C'est le cuir le plus fort. Ouais, et donc, et dense. Et c'est fait comme ça. Et ça, ils pensaient que ça va empêcher les flèches de pénétrer. Et aussi les balles. Pensez les balles et aussi c'est un signe universel de stop, d'arrête. Et parce que c'est tellement, comme vous avez lu, contre le viol, et donc, mais cette femme, elle est extraordinaire et elle veut vraiment. Ça, c'est une nouvelle génération des femmes sur la réserve, je crois. Et j'étais fier pour. En 2010, c'est difficile. C'est vrai qu'aux États-Unis maintenant, c'est très dur d'être fier de ce qui se passe dans les politiques américaines, ça c'est sûr. Mais en 2018, pendant les élections, on a élu 3 femmes amérindiennes, 3 femmes des tribus différentes pour le Congrès. Et c'est énorme parce qu'autrefois, les Indiens n'avaient pas, et surtout les femmes, aucune voix politique. Et même sur la réserve, non plus, ils n'avaient pas une grande... ils n'avaient pas aucune voix. Ils n'avaient aucune voix. Il y a quand même peut-être une évolution quand même. Ça commence. Ça commence un peu. À mon avis, c'est l'âge des femmes. Ça va être ça. Et on le voit, c'est pas juste entre les Indiens, c'est un peu partout hein, dans le monde. Les femmes qui luttent pour l'égalité. Hein, et même dans les tribus, c'était, comme je dis, ils n'étaient jamais les chefs. Jamais dans le conseil. C'était les hommes autrefois qui a fait toutes les décisions politiques, toutes les décisions pour aller à la guerre, pour faire. C'était les hommes. Et les femmes étaient interdites d'être des membres des conseils. Maintenant, ça commence. Et grande-mère Margaret, c'est elle qui lutte contre ça aussi parce que elle m'a expliqué aussi que 98% des boulots sur la réserve sont faits par les femmes, pas par les hommes. 98%.
18%. Et elle a dit que les hommes, ils restent à la maison avec les enfants, sur le canapé, ils regardent la télé. Et comme elle est psychologue, elle m'a raconté cette histoire. Elle avait une jeune femme qui est venue la voir parce qu'elle donne des conseils les femmes, jeunes femmes qui ont des problèmes. Et cette femme, elle est venue, elle dit, mais grand-mère Margaret, qu'est-ce que je vais faire? Mon mari, moi, je travaille toute la journée, je rentre à la maison, il a passé toute la journée sur le canapé avec les enfants. Il fait pas les vaisselles, il les nourrit même pas, et il fait rien. Et qu'est-ce que je vais faire avec lui? Comment je peux changer ça? Et à Margaret, elle est dure, cette femme, elle a dit, mais c'est très simple, ma chérie. Tu le jettes de la maison. Il est inutile. Tu le traites, il est un de vos enfants. Tu le traites exactement comme un enfant, mais il n'est pas enfant. Mais quand même, c'est lui et les autres comme lui qui fait les règlements politiques dans la réserve. Et autrefois, c'était pareil, mais à l'époque que j'écris historiquement, les femmes, ils ont eu tout le pouvoir dans le tipi, dans la maison. Et ils ont eu beaucoup d'influence sur les mouvements des tribus, parce que si le mari il dit oui, on va faire la guerre on va faire une attaque contre quelque chose, et elle a dit mais non, c'est n'importe quoi, c'est non, tu vas pas le faire parce que ça va mettre nos enfants en danger. Mais c'était caché. C'était caché. Et puis le monsieur, il va au conseil, il dit mais j'avais des idées que peut-être c'est pas une bonne idée de faire la guerre contre cette tribu. Ouais. Le titre Les Amazones, vous l'avez eu rapidement, vous y avez pensé. Pour vous, c'était un titre qui s'est imposé très vite. C'est une sorte d'hommage un peu rendu un peu. Oui, mais femmes, c'est parce que j'ai fait pas mal de recherches. En fait, si vous lisez ce passage, parce que citation, là, celui-ci. Ouais. Alors, autant jadis, la terre tremblait sous le martèlement des sabots des chevaux. Dans ces temps très anciens, les femmes montaient à cheval, armées de leurs lances, et chevauchaient avec leurs compagnons pour affronter leurs ennemis dans les steppes. Les femmes de ce temps-là pouvaient transpercer le cœur d'un ennemi d'un prompt coup de leur épée acérée. Pourtant, elles savaient aussi réconforter leurs hommes, et leur cœur était rempli d'amour. C'est de Adrienne Mayor, Tradition caucasienne, saga des Nartes. Les Amazones, quand les femmes étaient les égales des hommes, traduction de Philippe Pignard aux éditions La Découverte. Deuxième citation, les Grecs de l'époque archaïque avaient entendu parler de peuples des régions des steppes du nord de la mer Noire et d'une société guerrière qui connaissait un remarquable degré d'égalité entre les sexes. Leur nom non grec, s'entendant comme Amazone, il a été transformé sous la forme d'un nom d'ethnie épique, Amazone. Le qualificatif descriptif Antianeirai a été ajouté pour souligner le trait distinctif le plus remarquable de ce groupe, l'égalité entre les genres. Pour souligner le statut extraordinaire des femmes dans ce peuple particulier, en comparaison avec celui qu'elles avaient dans la culture grecque, cette épithète était au féminin. À la différence des autres groupes ethniques connus des Grecs, dans lesquels les hommes occupaient le premier rang, chez les Amazones, c'était les femmes. Et c'est toujours de Adrienne Mayor et aussi de Pablo Picasso. Tout ce qui peut être imaginé est réel. Ça, c'est important aussi. Oui, ça, c'est assez important. Oui, les trois citations qui sont en épigraphe. Mais ça, c'est elle parle des anciens ancêtres de les Indiens des plaines qui sont venus par les straits, comment on dit, les steppes qui sont venus, les steppes en Asie, et donc quand on voit les visages des anciens Amérindiens, les Cheyennes, les Sioux, on voit les visages, on voit les comment dire, les features, les visages, on voit ce ressemblance, et c'est extraordinaire. Et maintenant c'est beaucoup moins parce qu'ils ont s'est marié avec les blancs et
mais bon, c'est leurs ancêtres, donc c'est pour ça que je l'ai donné le titre. Ouais. Une manière un peu de leur rendre hommage, quoi. Enfin, une sorte de... Oui, un C'est peu ça, hommage ouais. aussi, parce que c'est vrai que, basé sur l'historique aussi, l'histoire, c'est que à la fin des guerres, ça se passe, ce roman, juste à la fin des guerres des Grandes Plaines entre les ennemis et les Indiens des plaines. Et ils ont perdu déjà les tribus. Beaucoup de guerriers, et donc c'est les femmes qui ont eu besoin de devenir les guerrières. Et ça, j'ai décrit un peu dans La Vengeance des mères. Et cette femme qui est sur la couverture de La Vengeance des mères, elle est une chef. Elle est dans le roman, en fait. Pretty Nose, elle est basée sur un vrai personnage. Et elle était... qui était très rare, elle était une guerrière, qui était moins rare, mais était très rare. Elle était considérée d'être un chef de guerre dans le tribu. Et ça c'était un peu extraordinaire. Mais donc, j'ai basé tout ça sur les recherches aussi. Molly Standing Bear, c'est elle qui parle, puisque c'est son commentaire. Elle dit, en renouant avec la littérature, après cette trop longue parenthèse, je me suis rappelé ces histoires de guerrières qui ont suscité en moi un intérêt nouveau. Ma propre expérience, d'accord, je n'ai de reproches à faire qu'à moi-même, m'avait mené à l'inévitable conclusion que pour une Indienne, il n'est qu'un moyen de survivre dans le monde blanc, rester sobre, s'endurcir et se battre. Nous autres femmes avons appris à nos dépens ce que coûte la passivité. Je me suis intéressé au mythe des Amazones qui, selon la légende, perdaient toujours leur combat contre les Grecs. Dignes et courageuses adversaires, elles étaient très belles et leurs attraits ne manquaient pas de charmer les héros. Par exemple, après avoir tué la reine Penthésile, qui avait lutté telle une lionne altérée de sang, Achille, désolé, ne peut éloigner ses regards de celle qu'il vient de priver de la vie. Un mortel chagrin le dévore. Avec cette remarque, plusieurs Grecs souhaitaient jouir dans leur patrie des chastes embrasements d'une épouse aussi belle. Franchement, à part un homme, qui écrirait de telles inepties ? Achille regrette d'avoir vaincu Penthésile, il aurait préféré la posséder, ce qui, pour commencer, dénote une certaine perversité. Et bien sûr, les autres guerriers auraient souhaité que leurs ternes épouses ressemblent à la reine amazone, une éventualité inconcevable dans la société patriarcale des Grecs à l'époque. Sans oublier le fait que, quand bien même cela aurait été possible, leur mari en aurait eu une peur bleue, en même temps qu'il les désirait. Un paradoxe qui ne déplairait pas à certains, je suppose. Ces mythes ont été créés par les hommes, dans le but de réduire les femmes à la passivité, à la soumission, car, dans le fond, notre force leur inspire la crainte. Selon les récits de nos aïeuls, notre peuple comptait autrefois des guerrières qui, comme dans d'autres sociétés, étaient aussi vaillantes qu'eux sur le champ de bataille. C'est de leur exemple que je m'inspire. Voilà. C'est un effet. C'est bien dit. Hein. C'est bien écrit. Ça a été... J'avais une autre question à vous poser. Oui, beaucoup de travail donc de recherche documentaire. Vous connaissez, vous êtes allé aussi sur place, des rencontres aussi avec des personnages vivants comme cette femme. Beaucoup de travail pour préparer, j'imagine, avant de vous commencer à écrire, Jim Fergus. Oui, moi, j'adore les recherches, j'adore tout le processus de voyage, de faire les recherches, de parler avec les gens. Et c'est l'écriture qui est difficile. Et il faut que je me force d'arrêter les recherches et commencer l'écriture. Oui, et parce que je peux un peu enterrer un peu dans les recherches. Est-ce que vous avez une idée précise quand vous commencez à écrire un roman, un petit peu? Vous avez un peu une idée d'une structure, vous savez où vous allez, comment? Parce que on parle de cette conception un peu de la culture indienne qui va comme ça, qui ne suit pas la ligne droite. Alors est-ce que vous, quand vous écrivez, vous essayez de suivre un peu une ligne droite ou est-ce que vous prenez des... Non, c'est intéressant, c'est une question intéressante. Non, pas du tout en fait. Moi, je commence l'écriture, j'ai aucune idée où il va aller.
Moi, j'écris comme je crois que j'écris comme un lecteur, une lectrice lit. Et ça veut dire que c'est un processus pour moi de découvrir, de découverte, où ça va aller. Donc, je commence avec mes personnages et un peu, c'est elle qui me fait voir la piste, de trouver la piste. Bon, je me perds de temps en temps, c'est sûr, et souvent en fait, mais non, j'ai aucune idée. J'avais des idées vagues un peu au sujet. Je savais que je voulais avoir, je voulais amener l'histoire au présent. Ouais, et ça, j'ai déjà, et aussi d'explorer un peu la vie spirituelle, mystique, chamanistique, ça j'ai su déjà, mais comment je vais y aller, c'était pas prévu, pas du tout. J'ai juste commencé à écrire. Je savais que je voulais avoir. C'était important pour moi d'avoir Molly Standing Bear pour elle de commencer le bouquin et d'être la narratrice, l'éditeur et la narratrice au lieu d'avoir les blancs comme moi écrire. Bon. Oui, Molly Standing Bear, elle est un peu finalement. Elle surplombe un peu. Enfin, elle fait les commentaires. C'est un peu elle qui mène un peu le cœur antique, un peu, je puis dire. Oui, c'est ça. Je ne sais pas comment l'exprimer, mais ça me fait penser un peu à ça. Non, c'est intéressant. Ouais. Non, c'est vrai et c'est ça que je voulais faire avec elle. Je voulais que elle soit un peu dans tout ouais, tout à fait. Ouais. Un petit peu disséminé comme ça. Mais c'est pas à dire que moi j'avais besoin aussi de suivre la vie de mes personnages historiques aussi, donc c'est un mélange de ces deux. Le livre est aussi un voyage, hein, c'est un itinéraire à travers les personnages se déplacent, ils sont dans la nature, ils sont dans une grotte. On va pas en dire plus, mais il y a tout un itinéraire, quoi, un voyage, un beau voyage. Ouais, merci. Ouais. Peut-être on va vous passer la parole parce que vous avez peut-être des choses à dire, des questions, des remarques, des réflexions pour Jim Fergus. Bonsoir, merci. Je voudrais savoir comment s'est passée votre venue, votre arrivée. Vous disiez tout à l'heure que vous avez passé du temps dans une réserve ou dans plusieurs réserves. Donc comment, en tant qu'homme blanc, vous avez été accueilli donc aujourd'hui pour ce récit, en fait, pour ces récits? C'est une bonne question. Ça dépend sur ça dépend beaucoup sur la tribu. Parce que, en fait, quand j'ai fait la recherche de mon autre roman sur les Indiens, La fille sauvage, qui s'occupe des Apaches, et j'étais sur la réserve de Mescalero, réserve à Nouveau-Mexique. Et j'étais dans la bibliothèque en train de discuter un peu avec le bibliothécaire et je demandais des questions. Moi, d'abord, je viens sur la réserve très anonyme. Je n'annonce pas que je suis écrivain. Je vais faire. Mais je commençais à parler de cette femme. Et il y avait un jeune homme à l'autre côté de la salle et le salon. Et tout à coup, il a tourné vers moi. Il a dit, mais qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu es là? Tu veux voler encore de nous? Et ça, je comprends, hein, et je respecte ça aussi. C'est point de vue tout à fait. Et les Apaches sont vraiment toutes les tribus. Non, c'est pas de tout, mais la plupart des tribus sont encore méfiants et des blancs et on voit sur la graffiti souvent les trucs, je dis pas le mot en anglais, mais F les Américains et
Mais sur la réserve Cheyenne, quand j'ai fait la recherche pour 1000 femmes blanches, il y a 25, comme j'ai dit, il y a 25 ans, j'ai tombé sur un monsieur qui avait il était Cheyenne, il avait un petit musée juste à côté de la réserve et il avait des artefacts, et ils avaient des trucs faits par les membres de tribu qu'il a vendu aux touristes et il s'appelait Jimmy Little Coyote et il était très très gentil avec moi et il m'a présenté à beaucoup des vieux Cheyennes qui avaient encore les histoires orales parce qu'à cette époque surtout les jeunes et maintenant encore ça continue un peu mais ça revient je crois mais ils ont perdu les histoires orales mais ces vieux ils ont encore les histoires parce que c'était pas une histoire écrite, c'était une histoire orale. Il m'a présenté à ces gens, il était super gentil avec moi et j'ai pas dit que je suis écrivain, je vais écrire un bouquin sur ça, mais je veux juste savoir un peu plus pour et parce que j'étais, après 20 ans comme journaliste aussi, j'ai une façon d'être, je ne suis pas très menaçant, moi. Ils se sont, en général, les gens avec qui je parle, que je fais des interviews et tout comme ça, ne me trouvent pas dangereux. Et donc, ils m'ont un peu accepté un peu. Mais après la sortie du roman, j'ai appelé ça le musée pour parler à Jimmy et je voulais lui dire. Et c'était sa fille que j'ai bien connue aussi qui a répondu. Elle est encore sur la réserve. J'ai écrit ce roman au sujet Jimmy. Il m'a beaucoup aidé avec ça et je voulais juste envoyer un exemplaire à ton père et elle a dit, Jim, je suis désolé à te dire, mais mon père, il est mort d'alcool il y a 6 mois. Donc, moi, je ne savais même pas qu'il était alcoolique. Quand j'étais là, il n'était pas... Mais bon, ça arrive beaucoup, donc c'est une tragédie. Je ne sais pas si c'est une bonne réponse, mais on a plus que 370 tribus différentes aux États-Unis, dans toutes les régions. On a des réserves, et des réserves assez riches avec le pétrole et les autres ressources et les autres très pauvres. Et donc, on peut pas généraliser. Les tribus que je connais, c'est comme j'ai dit, c'est les Sioux un peu, les Cheyennes et les Arapaho, et les tribus des Grandes Plaines, et les Crows aussi un peu. Mais en général, ils n'aiment pas du tout quand les Blancs viennent sur les réserves. C'est pas une destination pour les touristes américains. On peut dire ça. Ouais. Okay. Merci. Bonjour. Bonjour. L'origine de la trilogie 1000 femmes blanches, ça m'avait beaucoup intriguée parce que évidemment c'est annoncé comme historique, comme des faits réels, mais est-ce que réellement 1000 femmes blanches ont été échangées contre 1000 chevaux? Je parle vraiment au niveau historique. Ou est-ce que ça sort de votre imagination? Alors, en fait, c'est basé sur un petit fait historique que les Cheyennes sont allés à une conférence de paix avec le gouvernement, avec l'armée, et ils ont demandé l'échange de 1000 femmes blanches, 1000 chevaux, parce que c'était comme beaucoup des tribus, c'était une société, une culture matrilinéale. Donc, ils pensaient que tous ces enfants nés vont être considérés, pas les métis, pas les Indiens, mais les blancs. Tous les enfants nés de la mère appartiennent automatiquement à la tribu de la mère. Et donc, pour eux, c'était une façon de assimilation.
l'assimilation. Et c'était tout à fait normal pour eux de le penser dans ce façon, mais et aussi tragique, parce que ça veut dire la fin de leur propre race, leur propre culture, leur propre société. Et donc, la conférence est tombée en ruine. Et donc, c'était pas le gouvernement qui a envoyé les 1000 femmes blanches, c'était moi. Donc, après ce fait historique, c'était inventé, c'était imaginaire. Ouais. Et j'ai une deuxième question. J'ai découvert il y a peu de temps un auteur amérindien. Je voulais savoir si vous l'avez rencontré ou s'il vous a inspiré. C'est Richard Wagamez, qui a écrit Jeux blonds. Ah oui, je connais je le connais pas. Mais non, il y a de plus Il est décédé depuis peu de temps, je crois. Mais je trouve qu'il y a comment il s'appelle? Richard Wagamez ou Wagamezé. Il a écrit Ah oui. Jeux blancs, entre autres. Et justement, vous parlez de l'alcool, Ouais. qui est un... Et la drogue est un thème qui revient. En fait, non, Louis, je connais pas ses œuvres. Je ne peux que vous encourager à le découvrir. Parce que quelqu'un à un autre événement m'a fait voir sa photo et ses bouquins. Je vais le lire. Mais maintenant, il y a toute une génération, deux générations des écrivains indiens qui fait des livres magnifiques. Je pense que ça va beaucoup vous toucher. Oui, j'en parce que suis sûr. moi, j'ai beaucoup lu vos livres et j'ai lu 2 livres de Wagamezé et vraiment, je pense que vous allez beaucoup aimer. Ah oui, c'est gentil, merci. Est-ce que vos livres sont lus dans les réserves et par les Indiens et comment ils sont reçus? Ça c'est intéressant aussi parce que en fait, en général, les Indiens, j'ai reçu après la sortie de 1000 femmes blanches, j'ai reçu très peu de critiques, mais après 20 ans, je commence de recevoir un peu plus et en général, ils apprécient le fait que j'ai pas écrit le roman un ou l'autre des stéréotypes, les clichés, le sauvage, le méchant sauvage, ou cet extrême à l'autre extrême, le sauvage noble. Et donc, parce que j'ai pas évité le fait qu'ils étaient capables d'une grande spiritualité, les Indiens, et aussi de commettre les atrocités affreuses. Et c'était une culture sur les grandes plaines, c'était des cultures de guerriers. C'était un jeune homme, et je parle de ça dans les bouquins un peu. Un jeune homme, il était élevé d'un très jeune âge par son grand-père, parce que son père était en train de faire la guerre et de faire la chasse. C'était son grand-père qui lui a élevé, qui lui a dit qu'il faut devenir le plus chose qu'on peut faire, c'est le plus grand honneur, c'est d'être un guerrier courageux. Et donc, il a dit, même si tu es tué dans la première bataille, c'est un honneur. Ne t'inquiète pas. C'était un honneur de mourir comme ça. Et donc, c'était des cultures violentes. Et ça, je n'ai pas évité. Donc, ils ont bien apprécié. En général, je dirais que la plupart des Indiens sur la réserve, ils s'en fichent des bouquins écrits par les Blancs. Et franchement, c'est vrai. Et donc, j'ai pas eu beaucoup de retours au sujet. Ouais. Mr. Fergus, vous avez dit au début que vous n'envisagiez pas de donner des suites à 1000 femmes blanches. Que répondriez-vous si un cinéaste venait vous voir et vous disait « Je veux adapter votre trilogie au cinéma » parce que c'est très cinématographique, mais que lui répondriez-vous? Alors, je vais vous dire, monsieur, je viens de signer le 8e option pendant 20 ans avec le 8e producteur
qui voulait faire un film et c'est pas encore fait. Donc j'ai eu beaucoup des enquêtes, des demandes des producteurs pendant des années et je reçois encore 1-2 mails par mois. Est-ce que les droits sont disponibles je suis un peu cynique au sujet de Hollywood. Moi, j'ai écrit 10 versions déjà du scénario pour 3 producteurs différents. Le dernier, c'était l'agence de production de Johnny Depp, en fait. Et c'était Warner Brothers qui m'a payé d'écrire les 3 brouillons. Et donc, si ça va être... vous savez, Hollywood, ils ont peur de faire les films sur les Indiens parce qu'ils ne veulent pas être politiquement incorrects. Et donc, je ne sais pas si ça va être arrivé. Peut-être que ça va arriver un jour. Vous savez que la série de Craig Johnstone, le shérif Longmire, il y a eu 7 saisons. Oui, je connais Craig. Vendu. Oui, je connais Craig, ouais. Oui, mais Et j'ai une dernière question, excusez-moi. Qu'est-ce que, à propos du mouvement NoDAPL, ce qui s'est passé sur la réserve Sioux de Standing Rock, est-ce que vous savez si ils continuent à se battre ou c'est perdu? Non, mais ils continuent de se battre, mais c'était Obama qui l'a arrêté, Trump qui l'a recommencé, mais ils se battent encore et je crois que ça va. J'espère que ça va continuer et qu'on va pas avoir ce pipeline mais bon. Moi, je suis pas la personne de demander si ça va arriver ou non, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'ils ont eu des manifestations et toutes les tribus, les représentatifs de toutes les tribus, ce qui est très rare pour les années. C'était un problème pendant les guerres parce que c'était tellement séparé, les tribus, donc c'était très difficile pour eux d'être ensemble. Mais ils ont eu des personnes... Sauf à Little Bighorn. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ils votent? Est-ce que c'est possible de poser cette question et est-ce qu'on peut y répondre? En fait, c'est pour ça que ils votent dans les élections. C'est ça que vous dites? Non, mais moi, je ne peux pas dire ça. C'est encore une généralisation. Mais vous savez que c'était Bill Clinton qui était le premier président de visiter une réserve des Indiens. Le premier. Et les politiciens, ils ignorent complètement les tribus parce qu'ils votent. En général, ils votent pas. Ils sont fous de notre politique. C'est pas. Pour ça, les politiciens ne font rien pour eux. Et donc, j'espère que ça va changer maintenant avec les 3 femmes qui récemment élues. Ils vont devenir un peu plus activistes dans les politiques. Mais je ne les blâme pas, les Indiens. Qu'est-ce qu'on a fait pour... Comment ils vont voter? Parce que ce n'est pas les démocrates, les républicains, personne n'a fait. Les 2 partis, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Donc, j'imagine que la plupart ne votent pas, je crois. Ouais. Je peux juste faire une petite remarque aussi. Je suis un peu fascinée. Je suis à la même classe d'âge que vous, alors je vais oser dire ce que je vais dire. On a le même âge, classe d'âge, le même âge. Je vous regarde. Si vous enlevez vos lunettes, j'ai l'impression de voir un Indien. Faites pousser vos cheveux et vous y êtes. Non, je suis moitié français. Ouais. Ma mère était française. Oui, mais ça... Et je suis en train d'avoir mes... Non, mais j'ai fait la généalogie. J'ai pas même... 0,0001% indien, malheureusement. C'est le mimétisme. Bon, peut-être. C'est marrant, merci madame.
Donc je suis vraiment ravie de vous rencontrer, même si on est nombreux et nombreuses. Vraiment, je suis très touchée par votre présence aujourd'hui. Je pense que ce qui me... Je me suis toujours sentie, je ne sais pas comment on peut dire, proche des Indiens d'Amérique du Nord, effectivement, très intéressée par ce qui leur arrivait, très petite déjà. Vous, la différence avec tous les autres qui ont écrit sur les Indiens, c'est ce lien entre les femmes et les Indiens. Et les sorts qui sont faits aux femmes et aux Indiens. Donc, je vous alliez comme ça les deux, voilà, des drames humains, des genres, dans des genres différents. Et que ça, vous êtes le seul à le faire. Et ça, pour ça, je vous remercie parce que émotionnellement, du coup, on retrouve voilà, des choses profondes et pour les Indiens et pour les femmes. Donc ça, bravo. C'est rare. C'est très gentil, merci madame. Ça me touche. Voilà, écoutez, merci beaucoup de votre attention. Merci Jim Fergus d'être venu évoquer donc, les Amazones au Cherche Midi éditeur. Il s'agissait d'une rencontre enregistrée le 17 octobre 2019 à la librairie Ombre Blanche avec Jim Fergus pour la parution de son roman Les Amazones aux éditions Le Cherche Midi. Chez ce même éditeur, Jim Fergus est aussi l'auteur de La Fille Sauvage en 2005, Marie Blanche en 2011 ou encore Mon Amérique en 2013, sans compter la trilogie 1000 femmes blanches dont le roman éponyme paru en 2000 et La Vengeance des mers en 2016.